Un hommage est rendu ce matin sur RTCI à professeur Semia Ataya Galan, première psychiatre tunisienne ayant exercé à l'hôpital Razi. Alors cet hommage aura lieu demain, jeudi 11 septembre à 11h. Plusieurs professeurs en psychiatrie, mais aussi ceux et celles qui l'ont connu seront présents. Semia Ataya nous a quittés au mois de juin 2025. J'ai l'immense plaisir de recevoir à cette occasion sa sœur Zainab Ataya. Bonjour. Bonjour, et là je vais en profiter pour remercier tout de suite RTCI d'avoir pensé à rendre hommage à cette grande dame, une dame sublime. Et bien sûr aussi je vais féliciter toute l'équipe organisatrice de cet hommage à l'hôpital Razi, sans oublier le ministère de la Santé. Merci Zainab Ataya. On aura l'occasion d'en parler, de parler de ceux et celles qui sont derrière cette organisation, l'organisation de cet hommage. À vos côtés également, la fille de Semia Ataya, Sophie Galan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RTCI. Alors, Semia Ataya a fait ses études de primaire et ses années collège à Sadiki, Satreya donc, votre père en était le directeur. D'ailleurs, entre parenthèses, vous consacrez un livre à votre papa qui était directeur du collège Sadiki. Parlez-nous un peu de ces années-là. Alors évidemment, Feu Mohamed Ataya, je vais dire, était le premier agrégé d'arabe en Tunisie, directeur du collège Sadiki, fondateur du lycée Razindar. Il avait une seule idée en tête. C'était aussi de faciliter l'insertion et la mixité. C'était très très important pour lui que les femmes et les hommes de ce pays puissent participer à sa construction. Et évidemment, lui, en tant que personne qui croyait dans le savoir et la connaissance, avait tenu à ce que ses filles, puisque nombreuses étaient les filles et un seul garçon qui est Zeda Allah yarhamou inamou est parti. Samia Allah yarhamou inam. Pour nous, c'était très très important. Il tenait à ce que justement ces femmes dans ce pays puissent contribuer à sa construction et évidemment à son développement. D'ailleurs, c'était bien pour cela. Alors, oui. Oui, je vais dire que Semia Ataya Galan, la première femme psychiatre tunisienne, avait été à l'hôpital Razi. Oui, on va en parler. Je sais que vous allez en parler, mais pour moi c'est important. Oui, on va en parler de ce passage à l'hôpital Razi. Alors Sophie Galan, vous êtes la fille de docteur Semia Ataya. Est-ce qu'elle était dans le souvenir? C'est-à-dire, est-ce que votre maman vous parlait un peu de ces années-là, Sadiki, le collège, le lycée rue de Russie, le bac, son amour pour la médecine? Est-ce qu'elle était dans le souvenir? En tout cas, ma mère, elle a vécu dans plusieurs pays. Nous, on a émigré au Canada à l'époque, donc moi j'avais 2 ans, et elle est toujours restée très proche de sa culture. Et malgré que moi, j'ai pas grandi ici, j'ai toujours été tunisienne parce qu'elle nous amenait toute la culture tunisienne, tout l'imaginaire. Et oui, son histoire avec elle, elle la portait partout où elle était. Elle avait son histoire, elle avait Sadiki, elle avait la famille qui l'accompagnait dans ses épreuves. Oui. Alors, oui, bien sûr. Elle m'excuserait. Dans l'ouvrage qui a été fait justement sur Mohamed Ataya, le passeur de lumière, il a évoqué un petit peu des parcours justement de ses filles et en même temps toute l'œuvre de militantisme qu'il avait faite pour que les femmes tunisiennes puissent être promotrices d'une culture, du savoir et de la connaissance un peu partout. Et ce sont des valeurs qu'elle a continué à défendre, en témoignent ceux et celles qui l'ont connue. Semia Ataya donc fréquentera par la suite le lycée des jeunes filles rue Sadiki. Elle obtient un bac en sciences nat, puis de 1960 à 66, elle poursuit ses études de médecine à Paris. Moi, je posais la question un peu en off quand on discutait tout à l'heure, comme ça entre nous. Est-ce qu'on sait aujourd'hui pourquoi est-ce qu'elle a fait le choix de la psychiatrie, Sophie Galan?
Ce que je sais, c'est que après avoir fait ses études de médecine, elle a été en biochimie et elle s'est beaucoup intéressée au cerveau, à la chimie du cerveau. Et donc, après son stage, elle a fait tout de suite sa spécialité. Et je pense qu'après, c'était plus du tout un doute. Et pour elle, c'était très cohérent d'avoir fait toutes ces étapes de biochimie, puis après de psychiatrie. Puis elle était vraiment passionnée par la médecine, et par la psychiatrie particulièrement, pour trouver comment au mieux accompagner les personnes considérées malades. Alors, oui, le micro, Tarek, de Zainab, s'il te plaît, oui. Oui, l'ouverture d'esprit qu'elle pouvait avoir vers les autres et le fait de vouloir aider. C'était sa générosité et sa grandeur d'âme qui faisait qu'elle voulait justement faire de la psychiatrie pour aider ceux qui souffraient et pour apporter du baume sur l'âme de ces gens-là. Alors, parce que c'est un métier quand même, enfin, quand je dis assez spécial, la psychiatrie, la psychologie, ce sont des métiers qui nous collent peut-être un peu à la peau. Hein. Quand on est psychiatre, on l'est à toute heure de la journée. Comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui, histoire de rester fidèle à sa mémoire, parler de son rapport justement à son métier, de son rapport aux patients, à la société. Comment est-ce qu'elle voyait les choses, Samia Ataya? Samia Ataya avait foi dans disons, une conception très particulière. C'était pas la psychiatrie asilaire au sens de, disons, peut-être de quelqu'un qu'on met à l'hôpital sans prendre réellement de soin de sa manière d'être non, Samia faisait attention à ses patients parce qu'elle ne les jugeait pas, elle essayait de les réinsérer dans cette vie en sachant leur parler, en trouvant les mots justes pour les apaiser, en leur donnant une parole libre. Elle avait déjà commencé, peut-être, à planter un petit peu tous ces rudiments de psychanalyse. D'ailleurs, à l'époque, elle avait fait, bien sûr, non seulement appel, mais elle avait travaillé en équipe avec plein de gens, elle avait travaillé avec des philosophes, avec des psychologues, il y a pas mal de gens... Pour situer les auditeurs, hein, si vous permettez, nous sommes dans les années 70, puisque c'est au mois de mars 75 qu'elle intègre l'hôpital Razi en tant que première femme psychiatre tunisienne. Je vous redonne la parole, Zain. Tout à fait, chef de service Sfar à l'hôpital Razi, elle a quand même exercé, je crois, de 75 à 86, c'est ça. Et elle avait cherché justement à introduire un courant extrêmement intéressant à l'époque parce que c'était pas du tout la conception, disons, très très classique d'une psychiatrie fermée, non. Et c'était pour cela que, justement, elle était sensible aux différentes formes thérapeutiques. C'était très important de penser que les psychothérapies, les animations culturelles, les ergothérapies pouvaient aider ces gens-là. Et c'est pour ça, comme je reviens un petit peu à tout cela, elle avait fait appel à des philosophes comme Neji Azemni à l'époque, des psychologues, Abdallah Maaouia, Malika Zamiti, je ne sais pas, Neji Amhalla, évidemment, des hématologues aussi, tels que Madame Aïcha Hafsiya, Aïcha Benzakour Hafsiya, d'autres personnes, Claudine Louzir, extrêmement importante comme personne qui avait travaillé. Elle avait côtoyé des gens très intéressants. Et bien sûr, les grands tels que Slaim Ammar, Allah yarhamoum, évidemment, tels que... alors, évidemment, elle avait côtoyé aussi professeur Sadiq Jeudi, mais elle croyait dans certaines positions comme celle de, si je peux me permettre, Frantz Fanon, parce que effectivement, il ne voulait pas de l'expérience asilaire d'un hôpital. Il fallait s'ouvrir sur... D'ailleurs, Samia, dans sa pratique, avait mis en place les psychodrames, ce qui était très très important. Elle faisait, moi je me rappelle, elle m'avait dit, les activités culturelles, elle me disait, je fais faire du volley à mes patients, et ça leur fait oublier leur mal, leur souffrance. C'est de l'empathie, c'est de la bienveillance, c'est de la générosité, de la grandeur d'âme, qui peut faire, quelque part, oublier à un patient ou à un malade ses souffrances, quand il commence justement à parler à une c'est là où intervient cette psychanalyse. C'est là où justement quelqu'un comme ce Dr Brour, comme
Et évidemment, il y a eu tout un travail là-dessus. Elle a fait des articles avec Madame Douki, avec Professeur Horbel, avec des gens... qui sera là oui, demain, bien sûr. On reviendra sur le programme. Oui. Donc, juste, et c'est Abdelhab Bouhdiba qui avait mis aussi en place toutes les disons, qui avait semé un petit peu les graines de la psychanalyse. D'ailleurs, très important ce que vous dites. En tant que Beit al-Hikma. Oui, c'est-à-dire qu'elle a ouvert l'hôpital Razi à d'autres disciplines. Hein? Tout à fait, tout à fait. Et puis aussi Franco Basaglia, il ne faut pas oublier qu'à Trieste, elle avait été aussi dans un très grand colloque, hein, et Franco Basaglia avait dénoncé les enfermements des catégories psychiatriques. D'ailleurs, il avait fait tout un travail là-dedans en Italie, il avait été directeur d'un hôpital. Il s'était rébellé contre la brutalité de cette ségrégation asilaire. Et en fait, ce qui était important, c'est que c'était, si on peut le dire, un courant un petit peu d'avant-garde à l'époque, et qui pouvait aider tous ces gens-là, et permis à des même patients de revenir là-dessus, et de me dire, j'ai même rencontré quelqu'un qui m'avait dit, pour moi, Madame Sami Attia restera toujours vivante. Et je le dis, Allah yarhama, parce que pour moi, quand j'en parle, je suis très ému, et j'en parle devant sa fille qui a toujours été non seulement traitée comme sa fille, mais aussi comme quelqu'un sur lequel elle pouvait s'ouvrir. Son fils aussi, Skender. Et c'était pas des relations, disons, simplement classiques. C'était l'ouverture d'esprit, la générosité, la grandeur d'âme, avec toute sa famille. C'était le pilier de la famille. Alors, vous me permettez d'aller vers ma question. Comment est-ce qu'elle était à la maison, docteur Sami Ataya, dans le sens où est-ce que la maison, c'était un sas de décompression? On ne parle pas du quotidien, on ne parle pas du métier qu'elle exerce de psychiatre, ou bien est-ce qu'elle partageait avec vous son métier? Parce que on me dit que c'est une femme qui était quand même très passionnée. Docteur Sami Ataya, elle était encore docteur à la maison ou pas du tout? En fait, je vais répondre à votre question, puis je vais mélanger, je vais un peu rebondir aussi sur ce qui a été dit par ma tante. Parce qu'en fait, et puis même au début, vous avez dit, est-ce qu'elle était beaucoup dans le souvenir et tout. En fait, ce que j'ai réalisé, c'est que ma mère était très humble. Parce que je savais qu'elle était la première femme psychiatre, je savais qu'elle avait traversé des épreuves, qu'elle avait fait beaucoup d'accomplissements, que les gens l'appréciaient beaucoup, mais malheureusement, c'est après qu'elle soit décédée, une fois que j'ai croisé les témoignages des gens, que j'ai compris que beaucoup de choses qu'elle m'avait transmises comme étant naturelle, était en fait le fruit d'une résistance qu'elle avait faite tout au long de son parcours pour pouvoir être comme elle voulait être dans le monde. Elle m'avait mise à l'abri de l'idée d'être invulnérable, parce qu'on est dans une société où il faut toujours se montrer forte, il faut toujours montrer qu'on sait. Et puis, particulièrement en tant que médecin, psychiatre, je pense que tu es censé, les gens te regardent comme ayant la crédibilité de pouvoir donner la solution, etc. Et ma mère, elle n'était pas comme ça. Pour elle, poser des questions, se remettre en question, c'était pas du tout un signe de faiblesse. C'était un signe de force. Et c'était sa seule façon de procéder, en fait. C'était la seule façon qu'elle pouvait envisager. Mais elle l'a fait quand elle est rentrée comme première femme, donc dans un milieu masculin. Elle a quand même commencé en disant « c'est pas moi seule ici qui vais pouvoir donner la réponse. On doit être ensemble. » Elle a ouvert des portes on lui a ouvert des portes parce qu'elle était psychiatre, donc crédible, mais elle a utilisé cette porte ouverte pour faire rentrer avec elle les psychothérapeutes, les patients, et tout ça. Et en fait, à la maison aussi, c'était comme ça. Je comprenais que j'avais une mère psychiatre parce qu'elle nous parlait de son amour pour le métier, elle nous parlait des difficultés qu'elle rencontrait dans son métier, elle nous parlait de ses frustrations, mais je ne savais pas à quel point c'était particulier que quand elle nous accompagnait, par exemple, dans des réflexions,
c'était jamais pour nous juger puis pour nous dire c'est telle ou telle décision que tu dois prendre, mais c'était toujours pour nous accompagner en disant mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Donc en fait, j'avais une mère psychiatre dans sa façon de me parler, mais sans juste par une approche de poser des questions et de renforcer l'autre. Ça ne t'a pas donné envie, Sophie, alors je ne sais pas ce que tu fais, comme, ce que vous faites, comme métier, mais ça ne vous a pas donné envie d'aller vers la psychiatrie? J'ai beaucoup été intéressée à la psychanalyse quand j'étais plus petite. Je voulais être psychanalyste, mais en fait, ce qui est bizarre aussi, c'est que maintenant, moi, je suis aux études et je travaille et je fais les études en parallèle et je viens de réaliser aussi en préparant ces hommages-là que ma question d'étude, c'est je m'intéresse aux personnes qui questionnent, qui se remettent en question et qui remettent en question les pratiques dans leur établissement et je viens de comprendre qu'en fait, ça me vient d'elles. Zainab, Ataya, oui. Oui, alors évidemment, pour moi, Samia, c'était la force tranquille, disons, on va dire cela, qui aimait la vie, qui aimait la joie, le rire. On riait énormément ensemble, de tout et de rien, parce que c'était pas la personne totalement fermée, bon, psychiatre tout de suite, le mal, la souffrance, mais pas du tout. Ce qui était justement une très très grande qualité humaine chez elle, c'est que elle savait vous apaiser. À partir du moment où elle parlait, c'était tout de suite une personne à laquelle on s'intéressait, mais il y avait réellement une paix qui pouvait s'instaurer dans cette relation. Elle voulait énormément aider les gens, ça c'était la gaieté, la pureté, l'innocence. Elle adorait les enfants, elle a des petites filles qui sont adorables. C'est une personne qui a pu aussi faire de grandes randonnées. Elle avait un amour pour la nature. On va en parler. Alors, c'était justement une grande randonneuse. Il y a une histoire, je ne sais pas si on peut aller dans ce sens, ce que vous me disiez tout à l'heure par rapport au décès de votre père, cette manière qu'elle a de trouver la force ailleurs, dans la nature, etc. C'est à ce moment-là, après le départ de votre papa, Sophie Galland, qu'elle s'est mise à la randonnée. Grande randonneuse, connue sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, une rando commémorative lui a été dédiée à Gatineau, au Canada, où elle vivait. Alors, Sophie, son amour pour le sport, pour la rando, pour la nature aussi. Oui, pour le sport aussi, c'est vrai. Ma mère, elle courait toujours partout. Puis pour elle, répondre, accompagner les gens, tout ça, c'était une question de responsabilité. Mais il y avait une chose, par contre, c'était son heure de sport ou sa rando du samedi. Donc, on parle d'une femme qui, jusqu'à l'âge de 83 ans, te faisait des 20 km par jour de marche. Et c'était toujours dans la nature qu'elle arrivait à se retrouver quand quelqu'un allait pas bien, quand elle se posait des questions, elle partait, elle faisait sa marche. Alors, elle marchait très vite, donc elle était toujours devant nous. Il fallait courir pour la rattraper. Mais elle avait, je pense, ce bien-être qu'elle arrivait à trouver, cette harmonie, en fait, avec le monde dans lequel elle était. Parce que pour elle, on n'est pas des individus déconnectés, on est des individus dans un monde, dans une nature. Moi-même, dans mon deuil, pour traverser ce deuil-là, j'ai du coup ressenti la nature qui m'a accompagnée, qui m'a aidée. Puis je pense que c'est ce qui s'est passé pour mon père. C'était une femme sa famille était loin, elle était au Canada seule et du coup, elle s'est mise dans des groupes de marche et elle a commencé et c'est vraiment ce qui lui a permis, je pense, de remonter. Alors la rando, comme je le disais, avec une rando commémorative qui a été dédiée, je trouve que la symbolique est très belle. Alors c'était une femme, en fait elle avait quel âge exactement? Elle nous a quittés en juin 2020. Qu'on dise. On va pas le dire. On va pas le dire, mais c'est quand même vers les... On va pas le dire. D'accord, ok, mais ça c'est l'expérience, disons, c'est l'âge, mais l'âge qui sait rajeunir les autres. Ça, oui, on va le dire. Parce que voilà, j'ai trouvé ce témoignage d'une randonneuse qui était beaucoup plus jeune qu'elle et qui disait, j'arrivais pas, comme vous le disiez, à courir comme elle court. Donc franchement, l'âge n'est qu'un chiffre et Dolto disait, on a l'âge de ses artères. Voilà.
Alors, elle a influencé plusieurs jeunes médecins. Elle a formé d'autres médecins. Elle était généreuse. Et certaines personnes parlent d'elle en ces termes. J'ai retrouvé quelques témoignages sur les réseaux sociaux. J'en cite deux. Tin NM, voilà. Il dit « J'aimerais prendre un moment pour honorer le départ d'une amie collègue très chère. C'est elle qui, il y a 20 ans, a influencé mon choix de carrière. Semi était une véritable leader. On m'a dit qu'elle fut l'une des premières femmes diplômées en médecine de son pays. Et je n'en doute pas, on percevait rapidement sa présence affirmée et sa capacité à guider avec assurance, mais cette fermeté n'avait rien d'arrogant, elle exprimait plutôt une confiance profonde et une attitude maternelle empreinte de bienveillance. Donc Tin NM, que je ne connais pas, c'est sur les réseaux sociaux. Et puis, un autre témoignage pris comme ça au hasard, et on a eu un tas de témoignages de Alia Dammar qui dit « J'ai connu Semi Ataya Galan en 85 à Tunis, j'avais à l'époque 33 ans, je reste à ce jour marquée par ses qualités humaines, par son professionnalisme, par son soutien et son aide, une grande dame humble, entière, qui a su me guider vers le meilleur et que je ne pourrai pas oublier dans tout ce que vous dites, parce que vous êtes de la famille, mais tout ce que vous dites, on le retrouve au niveau des réseaux sociaux au moment de son départ. » Alors, un hommage sera rendu demain à l'hôpital Razi. Je laisse le soin de nous présenter cette initiative, Zainab Ataya, importante. Ben écoutez, nous encore une fois, je reviens là-dessus pour remercier, féliciter tous ceux qui ont été reconnaissants à l'œuvre de Sami Ataya, à sa personne, encore une fois, Allah yarhama, mais aussi pour dire que justement, c'était une personne qui aimait beaucoup son pays, qui était quelqu'un qui avait bien sûr été au centre un petit peu de notre famille aussi. Elle avait beaucoup été proche de mon père, ma mère, mes sœurs, toute la famille. Chaque fois qu'il y avait quelque chose, personne n'hésitait justement à se tourner vers Sami. Donc c'est pour ça que je dis que c'était une force tranquille, parce que quand tout le monde se retourne vers vous et tout, bon, vous avez vos petits moments, c'est normal. Mais elle, je vais dire, elle était vraiment présente tout le temps. Et ça, c'est important. Et le fait qu'on le reconnaisse tout cela, qu'on fasse quelque chose justement à la veille d'ailleurs des journées scientifiques de CHU Razi. Oui. Je pense qu'ils vont parler de la santé mentale et cérébrale, et que effectivement on aura le droit de parler de tout cela à tout âge. Encore une fois, bon, c'est une personne qui a pris de l'âge, mais elle a pris de l'âge parce que c'était utile pour les autres. Donc moi je reconnais à toute personne qui a eu une vie extrêmement riche et utile pour les autres, le fait de transmettre quelque chose, les messages. Aujourd'hui, on a besoin de ce message de, on va dire, un peu de résilience, de solidarité, de reconstruction de ce pays. Et ça, c'est important, parce que le fait d'être même ailleurs et de pouvoir s'affirmer en tant que Tunisien aujourd'hui, hein, on a des choses à dire. Et c'est vraiment une pratique extrêmement intéressante qui a été initiée là-dedans. Et encore une fois, j'en profite pour dire que demain, j'espère qu'à l'hôpital Razi, d'ailleurs ça sera le complexe d'enseignement, j'espère que tous ceux qui l'ont approché, qui l'ont apprécié, pourront être présents. Sinon, je suis sûr que dans le souvenir de ces gens-là, elle ne pourra jamais disparaître. Moi, je dis tout le temps, ce qui est important, c'est que la présence des absents dans la mémoire des vivants. D'ailleurs, c'est même plus fort que tout ce qu'on peut imaginer, c'est plus fort que la mort. Ça, je l'ai dit, parce que moi, j'ai énormément souffert quand j'ai appris brutalement la mort de Sami. C'est vrai que, voilà, on ne va pas revenir sur les détails, mais c'était brutal. Oui, je sais que je parle beaucoup, mais excusez-moi. Non, c'est important ce que vous dites. Donc demain, c'est à 11h. Et, à 11h, à l'hôpital Razi, de 11h à 13h. À 13h, donc, excusez-moi. Et c'est des professeurs en psychiatrie qui vont intervenir pour lui rendre hommage. Professeur Rim Rachem, bien sûr, elle est présidente du conseil, on la remercie, on la félicite. Elle a eu cette initiative avec Madame Tougène, et c'est extrêmement important
que l'équipe actuelle de Razi avec Madame Bram, avec tout le comité scientifique puisse s'intéresser à rendre hommage, même s'ils ne l'ont pas connu, à professeur Samia Attia. Il y aura l'ouverture à partir de 11h, donc jusqu'à 11h15 bien sûr, Madame Rachem, Madame Toujeni, mais il y aura des témoignages d'éminents psychiatres, notamment professeur Douki, il y aura je pense Rajel Aben, Claudine Louzir, Sheikh Mili, Selembrour, des gens comme ça. Projection de photos et de montage vidéo, bien sûr, entre 12h15 et 12h30. Il y aura un petit témoignage de famille, mais peut-être qu'on pourra allier des gens qu'on reconnaît un peu comme de la famille aussi avec nous, pendant une petite demi-heure. Et il y aura la clôture et le geste commémoratif vers 13h, par là. Donc, évidemment, encore une fois, tous ceux qui peuvent être là, présents, et qui veulent honorer sa mémoire, on ne peut que leur souhaiter la bienvenue. Merci. Elle les aurait accompagnés, elle, peut-être. Merci beaucoup, Zainab Ataya. Donc, c'est demain à partir de 11h à l'hôpital Razi. Sophie Galland, alors je le rappelle, pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, sur RTCI, vous êtes sa fille, la fille de docteur Samia Ataya, première femme psychiatre tunisienne. Je laisse le soin du mot de la fin, et puis s'il y a une question que je n'ai pas posée, n'hésitez pas. Peut-être depuis tout à l'heure, ce qui me travaille en tête, en fait, c'est de dire que oui, je travaille, ma mère, son besoin de questionner et de se remettre en question, et puis vous m'avez dit comment est-ce qu'elle t'a transmis ça, et je réalise au fur et à mesure, puisque moi je travaille sur les droits des femmes, et ma mère a été la première femme psychiatre, elle s'est jamais mise de l'avant comme telle, parce que pour elle, c'était pas ça qui était important, c'était pas elle qui était le cœur de l'histoire, c'était les personnes qu'on considérait malades. Mais je crois qu'elle a beaucoup partagé, beaucoup transmis de choses de manière diffuse à beaucoup de types de personnes. Et je pense que pour le mot de la fin, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est difficile de parler de ma mère en 20 minutes, en fait, ou en une journée, parce que pour moi, c'est pas ce que j'espère qu'on arrivera à transmettre avec la journée de demain aussi, c'est que c'est pas une page qui se tourne, ou c'est pas ma mère qu'on enterre, en fait, c'est une pratique qu'on réfléchit, son influence dans la psychanalyse, sa manière d'être dans le monde, sa manière d'approcher la psychiatrie, pour essayer de comprendre comment nous-mêmes, après, on peut questionner nos démarches et nos façons de faire. Merci beaucoup. On va se quitter sur... Une petite chose oui. que je pourrais peut-être rappeler, c'était aussi son engagement politique, parce qu'elle n'hésitait pas à tendre la main à tous ceux qui étaient en nécessité de soutien psychologique, même dans les mouvements de soutien en prison, les gens en prison. Elle avait fait tout un travail énorme. Donc, et là, elle avait eu aussi même droit à ça fait pas longtemps, à tout disons un trophée et tout, parce qu'elle avait énormément travaillé pour privilégier cette liberté de parole chez les gens. Et aussi le fait, on n'oublie pas qu'elle avait aussi un grand garçon qui est Alexandre Galland, et qui a aussi cherché quelque part aussi à transmettre un petit peu ce qu'elle lui avait donné, parce que évidemment Sophie Galland est là, et c'est une personne que j'aime beaucoup parce que elle représente quelque chose. C'est la valeur que Samia a essayé de transmettre. Est-ce que vous pensez, par exemple, à mettre en place un livre, comme vous l'avez fait pour feu votre père, Zainab Ataya, sur cette femme exceptionnelle, quand même, première femme psychiatre en Tunisie? Et pourquoi pas toute la famille? Parce que, bien sûr, pour le passeur de lumière, toute la famille s'était mise là-dessus. Emna Ataya Belrouj avait évidemment regroupé tout le... Et pourquoi pas, avec Sophie et Skander et tout, on va penser à la fille du passeur de lumière qui a dû passer aussi de la lumière à d'autres patients, parce qu'elle les a éclairés dans leur manière peut-être de combattre cette souffrance, et ça c'est extrêmement important, on en a besoin. Le projet est lancé, j'espère qu'il verra le jour et qu'on aura l'occasion d'en parler sur RTCI. On va se quitter sur une chanson, sur un chanteur qu'elle aimait bien, c'est ce que vous me disiez, oui, aussi. Jacques Brel,
Quand on n'a que l'amour, puisque vous avez parlé de ces valeurs de bienveillance. Merci, voilà. Merci beaucoup. Je recevais, je le rappelle, Zainab Ataya et Sophie Galland ont parlé depuis tout à l'heure de l'hommage qui sera rendu demain à l'hôpital Razi dès 11h à cette première femme psychiatre tunisienne, Dr Samia Ataya Galland. Jacques Brel, c'est en hommage à cette grande dame.